Bonsoir à tous, donc Emilia Filippo, je suis conservatrice au Musée national Picasso Paris et je vais vous parler ce soir d'Olga Koklova, donc la première femme de Picasso, dont on a ici un portrait du printemps 1918, peu avant justement que Picasso épouse cette jeune femme qui est alors âgée de 27 ans. Ce portrait, qui est l'un des chefs-d'œuvre des collections du musée, est emblématique d'une période qu'on a pu souvent qualifier de période classique de Picasso, parce qu'on voit aussi qu'il la représente de manière assez naturaliste, avec une attention très importante portée à l'étoffe, aux vêtements, au rendu des matières, et puis avec ce fond qui est laissé presque vierge et qui pour le coup semble un peu contrasté avec justement cette période plus classique. Ce portrait, en réalité, il intervient à un moment où Picasso est en effet dans ce qu'on a pu appeler le retour à l'ordre, après ces grandes années du cubisme, mais il est aussi il est un signe et il incarne une période plus compliquée, puisqu'en réalité, on voit, comme je le disais juste avant, qu'il s'inscrit sur un fond laissé vierge et que finalement, il est presque comme collé, comme découpé et collé, à la manière des papiers collés, justement, qui sont cette phase ultime du cubisme, développée en 1914, où Picasso réintroduit de la couleur et de la matière, et réintroduit des signes pour déconstruire finalement cette période plus hermétique du cubisme qui précédait juste avant. Là, Olga, elle donne une image assez froide, assez distante, et en réalité, Picasso a travaillé d'après une photographie, dont je vous montrerai l'original plus tard. Mais si je voulais introduire cette conférence par ce portrait, c'est justement pour montrer la complexité qu'il y a dans la représentation d'Olga à cette période-là, puisque, encore une fois, elle a souvent été associée à la période classique, mais en réalité, elle accompagne la vie de Picasso pendant 17 ans. Elle va partager sa vie pendant 17 ans et elle va apparaître dans son travail sous des formes très diverses et pas uniquement justement classiques. Et là, on est juste quelques semaines avant le mariage. Il l'a peint alors qu'ils habitent à Montrouge, mais ça n'est pas le premier portrait qu'il lui consacre, le premier étant ce portrait d'Olga à la mantille, qui a été réalisé à l'été-automne 1917, qui est toujours dans cette veine naturaliste, mais qui est beaucoup plus soigné. Le fond est légèrement plus travaillé, et puis ce qu'on voit aussi d'emblée, c'est que Picasso lui donne une identité espagnole, puisqu'il l'affuble d'une mantille, une mantille qui en réalité est une nappe de guéridon qu'il a détournée de son usage premier et qu'il a transformée en mantille pour hispaniser celle qui deviendra sa femme et celle dont il est tombé éperdument amoureux quelques mois plus tôt. Voilà la photographie à partir de laquelle Picasso a travaillé pour réaliser ce portrait d'Olga dans un fauteuil, photographie d'Émile de l'Étang qui est conservée dans les fonds du musée, dans les archives personnelles de Picasso. Et ce qu'on voit ici, c'est que Picasso s'est inspiré d'une photographie posée, puisque Olga a son pied qui repose sur un livre pour lui rehausser les genoux et lui faire prendre la pose, mais qu'en revanche, il est très fidèle à la représentation de la tapisserie et également à sa tenue. En revanche, il a fait complètement abstraction du fond, qui est très encombré, à l'image des habitations qu'il a pu occuper, avec des dessins punaisés au mur. On voit notamment un exemple de peinture de la période cubiste, et puis des papiers éparpillés par terre, des sculptures d'art primitif et un papier peint qui laisse présager un environnement beaucoup plus habité que ne l'est finalement cette toile. Tout ça pour dire que, en effet, dans ce portrait, Picasso ne fait pas que représenter la réalité, mais il prend des libertés, évidemment, et il est aussi toujours habité par cette expérience du cubisme synthétique, avec cette forme qui est juste comme découpée et posée sur un fond uni. La malle d'Olga, qui a été redécouverte par le petit-fils d'Olga, Bernard Ruiz Picasso, il y a de ça quelques années,
a permis de mieux connaître la personnalité d'Olga et de mieux comprendre aussi pourquoi elle apparaissait de différentes manières dans sa peinture et notamment pourquoi elle était souvent représentée de manière mélancolique. Cette malle, qui a fait l'objet d'études, contenait énormément de courriers, d'effets personnels et des éléments qui ont permis de mieux appréhender Olga. Ce que dit Bernard Picasso à propos de la découverte de cette malle, qui est à l'origine d'une exposition qu'a consacrée le musée à Olga Picasso en 2017, je le cite, c'est qu'elle lui a permis de mieux approcher la réalité de sa grand-mère. Donc, je le cite. « Ce ne fut que bien plus tard, après la mort prématurée de mon père, donc Paul, qu'on verra plus tard, que ma mère m'ouvrit la fameuse malle. Certains de ces tiroirs contenaient entre autres des photos conservées dans leur pochette Kodak. Ces photos racontaient l'histoire de la vie de ma grand-mère. Olga avec Picasso, Olga avec mon père, l'enfance de mon père, les voyages à Barcelone, à Monte-Carlo, l'atelier de sculpture de Boisgeloup, etc. Dans d'autres tiroirs étaient réunies des lettres en français et en russe, attachées par des petits rubans de soie rose et bleue. Il y avait aussi des chaussons de danse, des tutus, un crucifix, une Bible orthodoxe en langue russe, des éphémérides et des programmes de ballet. Presque tout le contenu de cette malle datait du temps de la vie d'Olga avec Picasso. Mon père l'avait récupérée, cette malle contenait les effets personnels de sa mère, après le décès de celle-ci à la clinique Beau Soleil à Cannes le 11 février 1955. Il n'y avait donc aucun doute que cette malle était le seul bien personnel qu'elle aurait conservé après sa séparation avec Picasso en 1935. Immédiatement, je pris conscience qu'en faire l'étude pourrait me permettre d'apprendre avec plus de précision ce que fut sa vie. Les photographies découvertes dans la malle me montraient la vie du couple Picasso. C'était fascinant pour moi de voir se reconstituer avec des preuves tangibles la période où mes grands-parents avaient vécu ensemble. Mais qui était Olga ? Les histoires répétées à son sujet par les proches de Picasso ne collaient pas avec les documents que j'avais en ma possession. Beaucoup d'affirmations à son sujet semblaient farfelues. Je pensais que les documents écrits trouvés dans cette malle me permettraient de mettre au jour une grande partie de sa vie. Des années passèrent avant que je ne me décide enfin à les étudier de manière approfondie. Donc, chose qui a été faite entre 2015 et 2016 et qui a donné lieu à cette exposition de 2017 au musée Picasso, qui a ensuite itinéré, et notamment à Moscou au musée Pouchkine, où certains de ses héritiers, petits héritiers, ont pu aussi renouer avec la famille et la branche, si je puis dire, française des descendants d'Olga. Donc tout est parti de cette malle, donc vous voyez qu'il y a une malle cabine, une malle voyage, avec le monogramme OP pour Olga Picasso. Olga, c'est une danseuse des ballets russes, donc elle est née dans ce qui est aujourd'hui l'Ukraine en 1891, donc elle a 10 ans de moins que Picasso. Son père est colonel dans l'armée impériale, elle a 3 frères, dont un qui va décéder quand il est plus jeune, enfin quand il est très jeune, et elle a une sœur. Et quand son père est nommé colonel de l'armée impériale et qu'il change de ville, de Tiflis à Kars, elle décide d'auditionner pour intégrer une troupe de danse, la troupe des ballets russes, chose qu'elle fait, et elle part vivre à Saint-Pétersbourg, et ensuite elle entame une carrière internationale très jeune, donc elle se coupe de sa famille et elle va voyager dans toute l'Europe. Elle va voyager dans toute l'Europe et elle va avoir un rôle très important dans les ballets russes. Ça va être une première danseuse, elle va rencontrer beaucoup de succès et elle va collaborer avec les plus grands musiciens et compositeurs de l'époque, Debussy, Stravinsky, Ravel, et à découvrir tout un monde de l'avant-garde. Donc quand elle rencontre Picasso, en fait on est en 1917 à Rome, Picasso a été approché par Jean Cocteau, voilà. Très bien, on est ici à côté de Jean Cocteau, qui, avec un argument, a souhaité confier l'argument d'un ballet, un ballet des ballets russes, donc à Picasso. Ce ballet, ce sera Parade. Et Parade, c'est un ballet qui a eu une importance énorme, et notamment, c'est dans la critique du ballet qui a été rédigée par Apollinaire que va se forger le terme de surréalisme. Donc Picasso part à Rome pour cette aventure folle, et c'est là-bas qu'il rencontre Olga, et il va lui consacrer quelques années plus tard des dessins justement dans son rôle de danseuse, ici aussi, vous le voyez, d'après-photographie. Donc c'est une période finalement où Picasso travaille beaucoup d'après-photographie, mais en prenant des libertés très importantes,
puisque je ne sais pas si vous le devinez là sur les images, mais il déforme exagérément les membres et finalement les bras, les jambes, surtout les mains, sont complètement disproportionnées. Donc il a une prise de distance par rapport à la photo qui est juste un point de départ. Donc Olga est très connue, elle est danseuse, et Picasso tombe éperdument amoureux d'elle immédiatement. Donc là, vous avez une photographie de leur voyage, quand ils étaient à Rome, sur la terrasse de l'hôtel Minerve, au sein duquel ils résidaient. C'est une jeune femme très belle, on le voit ici, qui a déjà, donc je l'ai dit, une renommée internationale. Picasso est sous le charme, et Serge de Diaghilev le met tout de suite en garde en lui disant « une Russe, on l'épouse ». Autrement dit, tu ne peux pas faire sa conquête si tu ne t'engages pas avec elle. Et cette chose va arriver. Donc là, je vous montre aussi justement un dessin de Cocteau qui est assez amusant parce qu'on voit Picasso en train justement de faire la cour à Olga à la terrasse d'un café. Et juste à côté, vous avez le serment d'amour, puisqu'ils vont signer un serment d'amour. Donc, je vous lis ici les quelques mots. Serment de fidélité, nous sous-signés Olga Koklova et Pablo Picasso, sic de vivre jusqu'à la mort en paix et amour. Celui qui cassera ce contrat sera condamné à mort. Voilà, donc on est vraiment dans une histoire fusionnelle immédiate où les deux amants s'éprennent l'un de l'autre assez vite, raison pour laquelle Picasso présente très vite Olga à sa famille. Donc Parade est préparée à Rome et ensuite présentée à Paris au Théâtre du Châtelet, mais ensuite va partir en tournée et notamment il va y avoir une représentation au Théâtre Liceu à Barcelone en 1917 et c'est à cette occasion que Picasso présente Olga à sa famille. C'est la première fois qu'il présente une de ses compagnes à sa famille et notamment à sa mère. Et c'est aussi à cette occasion qu'il va faire ce portrait d'Olga à la mantille, donc où il l'hispanise et où il l'intègre véritablement dans son environnement familial. Il se marie en 1918. Les témoins du mariage sont Max Jacob et Guillaume Apollinaire. Donc, c'est deux poètes aussi qui comptent beaucoup dans la vie de Picasso. Max Jacob, qu'il a rencontré lors de sa première exposition à Paris en 1901. Qui est celui qui va lui apprendre la langue française notamment et l'ouvrir à tout le domaine de la littérature. Et puis Guillaume Apollinaire qui est également un personnage très important pour Picasso dans ces années-là et qui va, à travers ses poèmes sur les saltimbanques, mais aussi plus tard dans la période cubiste, accompagner l'artiste. Ils se marient en 1918 et assez vite, après ce passage à Montrouge qui va durer quelques mois, ils vont s'installer dans les très beaux quartiers de Paris, rue la Boétie, où ils vont mener une vie bourgeoise. Donc là, vous avez un des dessins que Picasso fait de son appartement, donc il fait salon, où ils reçoivent le grand monde de l'époque. Donc on voit Cocteau, mais il y a aussi Éric Satie, donc qui est un des collaborateurs également des ballets russes. C'est lui qui a signé la musique de Parade. Et puis on voit notamment dans les archives photographiques qu'on conserve de l'époque, Olga à l'intérieur de cet appartement cossu, environné des peintures de l'époque et de peintures plus anciennes, puisque Picasso avait pour habitude d'accrocher et de transporter ces différentes productions passées et de les accrocher dans ces différents appartements. On a un témoignage assez intéressant de Brassailles qui décrit très bien le contraste qu'il y a finalement entre l'appartement et l'atelier, puisque Picasso habite au premier étage et assez vite va prendre un étage supplémentaire pour son atelier qui sera son domaine à lui et qui est décrit plus tard par Brassailles de la manière suivante. Pas le moindre grain de poussière, parquet et meubles... Alors ça, on est ici justement au niveau du salon. Pas le moindre grain de poussière, parquet et meubles reluisants, lustrés. Picasso y habitait depuis 15 ans quand je l'ai connu. Chose extraordinaire, sauf le dessus d'une cheminée où on le trouvait un peu de fantaisie, rien n'y portait sa marque. Même ces toiles de l'époque devenues classiques, encadrées avec soin, voisinaient sur le mur des Cézanne, des Renoirs, des Corot. Tout avait l'air de se trouver chez un riche amateur plutôt que chez Picasso. Là, on est dans l'étage de réception. Ensuite, on monte dans l'atelier et là, jamais logement ne fut
aussi peu bourgeoisement meublées. 4 ou 5 pièces, chacune avec sa cheminée en marbre surmontée d'une glace, entièrement vide de tous leurs meubles habituels, remplis de tableaux entassés, de cartons, de paquets, de baluchons contenant la plupart des moules de ces statues, des piles de livres, des rames de papier, d'objets hétéroclites posés pêle-mêle au long des murs, à même le sol. Les portes des chambres étaient ouvertes, peut-être enlevées même, ce qui transformait ce grand appartement en un seul atelier. Picasso avait planté son chevalet dans la pièce la plus vaste, la plus éclairée. La fenêtre donnait au sud et offrait une belle vue sur les toits de Paris, hérissés d'une forêt de cheminées rouges et noires, entre lesquelles apparaissait, fine et lointaine, la tour Eiffel. Donc on est quand même, malgré tout, dans les très beaux quartiers. Donc Picasso évolue, appartement La Boétie d'ailleurs, qui est situé à 2 pas de la galerie de Rosenberg, qui va devenir son marchand dans ces années-là. Au même moment, qu'est-ce qui se passe pour Olga? Olga abandonne sa carrière de ballerine parce qu'elle a une blessure à la jambe qui la contraint à abandonner sa carrière de danseuse. Donc en fait, elle devient femme au foyer, si je puis dire, et elle reçoit les artistes et elle fait connaître à Picasso toute la bourgeoisie et l'intelligentsia de l'époque. Néanmoins, elle correspond avec sa famille, donc elle n'est jamais retournée en Russie, puisque dans l'intervalle, il y a eu la révolution russe. Voilà, et elle ne pouvait pas imaginer qu'elle ne reverrait jamais sa famille, mais malgré tout, elle entretient une correspondance régulière, et c'est cette correspondance qu'on a pu mettre au jour dans la fameuse malle que je vous ai montrée tout à l'heure. Et les nouvelles qu'elle reçoit de sa famille sont assez alarmantes, puisqu'on a quelques témoignages qui en attestent, et notamment sa mère Lydia, donc en 1920, qui s'inquiète, je la cite: « Il n'y a aucune nouvelle de papa, donc le papa qui est colonel dans l'armée impériale, ni de Volodia ou Kola, ce sont ses frères, Vladimir et Nikolai. Tu peux te figurer mon état d'âme. De temps en temps, une telle tristesse m'accable que je n'ai plus envie de vivre. J'ai tellement envie d'aller là-bas, et pour savoir où ils sont, ce qui leur arrive. Mais comment partir et où? La pensée qui me hante le plus, c'est de savoir pourquoi je ne suis pas partie avec papa. Cette pensée me tourmente et ne me laisse pas en paix. On n'aurait jamais dû laisser papa partir seul. » Au même moment, elles ont aussi des grosses difficultés financières, évidemment, du fait de la révolution et de la nouvelle société soviétique qui se met en place, et elles déménagent à plusieurs reprises. Donc c'est vraiment au moment où Olga a une ascension sociale fulgurante avec un artiste de renommée internationale installé dans les beaux quartiers, sa famille fait le chemin inverse. Et sa mère lui écrit toujours en 1920 « J'ai décidé de vendre mes boucles d'oreilles. Et il me semble qu'il faudra vendre le service à café que je gardais pour toi. Il n'est pas en argent, mais c'est du beau travail d'autrefois. Pour le moins et pour cela, personne ne donne rien. Ainsi va la vie. La vie est très dure. C'est la volonté de Dieu. » Donc sa famille est plongée dans la précarité et Olga, on le devine parce qu'on n'a pas la correspondance d'Olga adressée à sa famille, en revanche on a celle qu'elle reçoit, on le devine en creux de certaines de ses lettres, du coup elle reste assez discrète sur son niveau de vie. Sa mère l'interroge. « Bien que tu ne m'écrives rien de ta vie, je devine par le ton de ta lettre que tu vis bien. Dieu soit loué. Je prie toujours que Dieu t'accorde santé et bonheur. Écris-moi un mot sur le caractère de ton époux. Est-ce qu'il parle de moi de temps à autre? En général, est-ce qu'il s'intéresse à nous? Est-ce qu'il a de la famille et où? Quelle sorte de logement avez-vous et quel décor est le vôtre? J'essaie d'imaginer ton cadre de vie. Est-ce que tu as un piano droit ou un piano à queue? » Voilà, donc on est vraiment dans cette histoire décalée assez dramatique qui fait lire sous un autre regard, sous un jour nouveau, les portraits d'Olga que Picasso fait dans ces années-là. Une Olga qui est souvent en train de lire ou écrire et qui est de manière quasi systématique très mélancolique, très triste. Donc là, je vous présente aussi un extrait d'une des lettres qu'on a retrouvées de sa sœur, cette fois, qui lui dit « Tu ne te figures pas combien nous sommes réjouis à l'arrivée de ta lettre. Imagine-toi que nous sommes ici comme dans une île ensorcelée, isolée des nôtres. » Donc Picasso consacre énormément de portraits à Olga dans ces années-là, mais la découverte de cette malle permet, je le disais plus tôt, de relire tous ces portraits sous un jour nouveau. Malgré tout, la vie d'Olga continue et bientôt elle va avoir un enfant, donc c'est le premier enfant de Picasso, Paul, qui va naître en février 1921 et qui va aussi du coup produire dans la création de Picasso, comme souvent, tout un ensemble d'œuvres consacrées à l'enfance, à la famille, à la maternité, avec un regain d'intérêt pour l'Antiquité,
et notamment à la faveur d'un séjour qu'ils vont faire à l'été 1921 à Fontainebleau. Donc là, vous voyez notamment cette famille au bord de la mer, où on voit ce petit enfant qui est en train de chatouiller l'oreille de son père, qui est un détail d'autres feuilles d'études qui représentent Paul à cet âge-là. Et puis en 1924, ce très grand portrait, qui est magnifique, qui est aussi dans les collections du musée Picasso de Paris, qui présente Paul en arlequin, sur un fond laissé aussi vierge, sur un fauteuil qui est le même fauteuil que celui d'Olga, mais qui a perdu, où Picasso en tout cas a enlevé le décor de tapisserie et de broderie qu'on voit ici, qui est donc traité en noir pour faire ressortir le costume d'Arlequin, et puis avec tout un traitement très délicat dans le rendu des dentelles et dans la carnation et le visage de Paul, qui est vraiment un portrait empreint de tendresse et de délicatesse, qui fait aussi penser à l'héritage de la peinture espagnole et au portrait d'enfant de Velázquez. Donc Picasso et Olga fondent une famille avec la naissance de Paul. Mais bientôt, les choses s'aggravent dans leur vie de couple. Là, on est en 1924 dans ce portrait, Paul a 3 ans. Et en 1927, Picasso va rencontrer une autre femme dans sa vie, c'est Marie-Thérèse Walter, donc qui est une très jeune femme, dont il va tomber éperdument amoureux, avec qui il va avoir une liaison d'abord clandestine, puis qui va sans être officialisée, qui va être plus partagée, en tout cas visible dans sa peinture quelques années plus tard. Et Olga passe au second plan. Olga passe au second plan. Par ailleurs, elle a des soucis de santé. Elle est hospitalisée à plusieurs reprises pour des hémorragies qu'on soupçonne utérines, donc avec parfois des crises d'angoisse, des crises de jalousie. Et à la fin des années 20, dans ce même moment, Picasso arrête sa collaboration avec les ballets russes, donc ne fréquente plus Serge de Diaghilev, ne fréquente plus tout le réseau finalement qu'il avait en commun avec Olga, et se rapproche davantage des membres du surréalisme, donc ce mouvement qui a été fondé en 1924 par André Breton. Picasso n'a jamais signé le manifeste du surréalisme, néanmoins il connaissait tous ses membres et il s'y intéressait fortement, et il a aussi lu et pris connaissance des revues de l'époque. C'est lui qui a donné un collage pour le premier numéro de la revue Minotaure, notamment, et aussi la revue Document. Et dans la revue Document, donc, qui est la revue dissidente du surréalisme, on va dire officielle, qui a été lancée par Georges Bataille, sont publiées à la fin 1928 des photographies de femmes hystériques prises à la Salpêtrière, et qui développent aussi ce langage plastique qu'on a après appelé l'informe. Et Picasso s'imprègne évidemment de tout ça, et il va donner une autre représentation d'Olga dans cette toile, qui est également dans les collections du musée, donc ce grand nu au fauteuil rouge, qui est une toile très importante, dans laquelle on est vraiment dans ce langage plastique informe, avec ces couleurs très stridentes, ces contrastes très importants. Là, on a, contrairement à ici, une représentation assez fidèle, en tout cas de la réalité de leur appartement cossu. On est avec un papier peint fleuri, il y a un cadre ou un miroir au mur, on devine les moulures, on est dans un intérieur bourgeois. Mais en revanche, la figure qui est assise sur ce fauteuil rouge est complètement avachie, complètement flasque, complètement vidée finalement de toute substance. Et on la reconnaît, ou en tout cas on peut voir dans cette position des pieds un clin d'œil assez cruel finalement à son ancienne vie de danseuse, avec ses pointes de pied. Au même moment, il exécute quantité de portraits dans lesquels il développe un langage de signes, ce qu'on a appelé plus tard les tableaux magiques, et notamment cette toile dans laquelle Roland Penrose, donc, qui est un de ses biographes, qui est celui qui a fait la première exposition du surréalisme en 1936, à Londres, voit ici un profil de Picasso, et dans cette figure féminine, donc toute dent dehors, avec ce cou cassé en arrière, qui est aussi une position qu'on retrouve dans les photographies des femmes hystériques de la Salpêtrière, donc dans cette pose et cette représentation de la féminité, une vision d'Olga.
une vision d'Olga envahissante qui fait passer le peintre au second plan, avec ce profil qui se fond dans la peinture et qui finalement devient stérile pour Picasso. Donc, la peinture lui permet d'exprimer et fonctionne un petit peu comme une catharsis de cette relation. Donc, quand on associe Olga à la période classique, finalement, on oublie de lire que dans d'autres périodes et jusqu'en 1935, puisque leur relation, il y aura une séparation du couple seulement en 1935, Olga est toujours présente, mais sous un regard et une représentation très, très différente. Et cette présence d'Olga, je vous l'ai dit aussi un peu plus tôt, qui va en se délitant jusqu'à disparaître, s'explique par la rencontre avec Marie-Thérèse Walter. Donc vous avez une photo ici. Marie-Thérèse Walter, donc, avec laquelle Picasso va avoir un enfant, cette fois une fille, qui va naître en septembre 1935, la petite Maya, et qui donne lieu à une composition très, très importante, qui est un chef-d'œuvre de la gravure, qui s'appelle la Minotauromachie, que vous avez ici. Et donc, dans cette Minotauromachie, Picasso s'empare de différents mythes, de différentes fables, pour créer sa propre mythologie. Donc, Minotaure, vous connaissez ce personnage, donc, avec tête de taureau et corps humain, donc, qui est le fruit des amours de Pasiphae et d'un taureau, qui était condamné, il est ici, le Minotaure, condamné à errer dans le labyrinthe de Dédale et à dévorer chaque année 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes envoyés d'Athènes. Donc le Minotaure et la tauromachie, puisque vous avez ici au centre cette femme torera qui est éventrée sur ce corps de cheval. Et en fait, au croisement exact de la composition, si on trace des diagonales, on arrive sur le ventre de cette torera qui a les traits de Marie-Thérèse Walter et donc qui porte l'enfant à venir, qui porte Maya. Et puis ici, on a ce personnage qui monte, qui est une évocation aussi de la crucifixion. Donc Picasso se crée une mythologie pour finalement retranscrire les événements de sa vie personnelle et couper avec cette première femme de laquelle il souhaitait divorcer, mais dont il n'a pas pu divorcer en raison de l'abrogation du divorce en Espagne. Elle-même ne souhaitait pas divorcer, donc il y a eu une séparation de corps en 1935 et resteront mari et femme jusqu'en 1955, jusqu'à la mort d'Olga. Et puis finalement, les dernières images que nous aurons, en tout cas dans la collection d'Olga, resteront ces portraits surréalistes qui n'ont rien à voir avec les premiers. 8h30. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions...